Bonjour tout le monde. En quelques mots, je vais d'abord présenter les membres du jury qui se sont rassemblés pour évaluer la thèse de Marion. Donc, de la gauche vers la droite, Bernard Robineau, directeur du service géologique de la Nouvelle-Calédonie. Luc Barbançon, maître de conférence en métallogénie à Orléans. Michel Gébrac, professeur de métallogénie aussi, on peut le dire, ressources minérales, à l'Université du Québec à Montréal. Brice Sevin, ingénieur géologue au service géologique de la Nouvelle-Calédonie. Vincent Mardel, ingénieur hydrogéologue au BRGM. Interviendra, mais sans être présent physiquement, Benjamin Lebaillon, qui se trouve actuellement au Malawi et qui a éprouvé quelques difficultés à établir une visioconférence avec la Nouvelle-Calédonie. Donc on peut le comprendre. Et donc le jury, en ayant délibéré avant la soutenance de la thèse, désigné en son sein comme président le professeur Gébrac, qui va donc présider ce jury. Je passe la parole au professeur Gébrac. Merci beaucoup. Donc, d'abord, je suis très honoré de présider ce jury de Madame Marion Ezepi. Et comme c'est la tradition, vous allez donc nous présenter vos travaux de thèse sur la fracturation polyphasée et les contrôles des gisements de nickel supergène de Nouvelle-Calédonie. Et l'usage depuis le Moyen-Âge, c'est 45 minutes. Alors, à vous la parole. Très bien. Donc, bonjour à tous. Merci de venir assister à cette soutenance de thèse. Donc, intitulée « Fracturation polyphasée et contrôle des gisements de nickel supergène de Nouvelle-Calédonie, nouvelles méthodes d'exploration et modèles de gisement ». Le nickel a une place emblématique dans l'économie de la Nouvelle-Calédonie. C'est pourquoi des études sont financées afin de mieux comprendre, de mieux caractériser ces gisements et dans une optique de développement durable de la ressource. La production de nickel mondiale provient de deux types de gisements. Les gisements de type sulfuré, qui proviennent principalement de processus magmatiques, et les gisements de type latéritique, qui proviennent de l'altération de roches riches en nickel sous un climat tropical. C'est donc un processus de surface, et on parle de nickel latéritique ou nickel supergène. Dans cette thèse, nous allons parler essentiellement des gisements de type, même principalement des gisements de type latéritique, car c'est ceux que l'on rencontre en Nouvelle-Calédonie. Sur cette carte, vous pouvez voir la localisation des principaux gisements de type latéritique à travers le monde, et vous remarquerez qu'ils sont tous situés au niveau de la ceinture tropicale. En effet, le climat, il faut un climat chaud et humide afin de créer les latérites qui vont être riches en nickel et donc exploités. Il faut un climat chaud et humide, mais aussi, bien sûr, une roche riche en nickel. En général, cette roche, on va parler d'ultra basiques, ce sont des roches du manteau lithosphérique océanique et qu'on va appeler, que l'on appelle péridotites. Et ces péridotites, elles sont très imperméables. La fracturation de ces péridotites est donc un élément important car elle permet aux eaux de pluie de s'écouler et à travers la roche et ainsi de créer les latérites qui vont s'enrichir en nickel. D'autre part, un autre point important est la serpentinisation. La serpentinisation, c'est un phénomène d'altération, mais cette fois hydrothermale, donc qui vient pas des eaux de surface, mais qui vient d'eau profonde chaude, et qui va altérer cette roche et la transformer, la péridotite donc, et la transformer en serpentine. La serpentine, elle est importante dans le processus d'enrichissement en nickel, car elle va permettre dans un premier temps de capter le nickel, et aussi elle est en lien direct avec la fracturation, et donc c'est un aspect important pour l'écoulement des eaux, comme on l'a dit. La Nouvelle-Calédonie est le 4e producteur mondial de nickel latéritique, et elle va exploiter essentiellement des gisements de type oxydé et silicaté. La prospection en Nouvelle-Calédonie, elle passe par différents outils. D'une part, la cartographie des formations superficielles,
des formations superficielles. Ce sont donc ces latérites que l'on va retrouver en surface. Une étude structurale, c'est l'étude de la fracturation dont je vous ai parlé, géomorphologique, donc de la forme de ces roches, et principalement par la mise en place de forages. Ces forages, on va les déployer en grande quantité et ils vont nous permettre d'évaluer des surfaces favorables. Les surfaces favorables, ce sont des zones qui vont être propices, qui vont potentiellement contenir du nickel. L'enjeu actuel en Nouvelle-Calédonie, c'est la prospection de gisements à fort recouvrement. C'est-à-dire que le profil d'altération est tellement épais qu'il oblitère entièrement les différents outils de cartographie, les structures et parfois même la géomorphologie de ces gisements. Et donc, il faut trouver de nouvelles méthodes pour trouver ces gisements. Ainsi, des méthodes géophysiques ont été mises en place. Ces méthodes, telles que la tomographie de résistivité électrique, qui va permettre d'avoir une information en profondeur et donc d'étudier la géométrie des gisements. Mais aussi le CNRT qui a mis en place des méthodes géophysiques comme la télédétection, donc avec l'hyperspectral, ou la radiométrie. Toujours dans cette optique d'avoir une information en profondeur, le projet CNRT Ophiostruct a été mis en place. Ce projet, il fait intervenir différents partenaires de recherche en Nouvelle-Calédonie, tels que l'Université de la Nouvelle-Calédonie, le BRGM et le Service géologique de la Nouvelle-Calédonie. L'objectif principal de ce projet, c'est de tester une méthode d'électromagnétisme héliporté afin de déterminer la géométrie des gisements. Cette méthode électromagnétique, elle a été choisie d'une part parce qu'elle a déjà montré ses preuves, elle a déjà fait ses preuves dans d'autres domaines tels que l'hydrogéologie, en particulier à Mayotte ou à La Réunion, mais aussi dans la prospection de nickel ou d'autres prospections minières comme en Australie. Je vous ai parlé tout à l'heure de la serpentinisation et on sait, grâce à d'autres méthodes de type électrique, telles que la tomographie de résistivité électrique, que la serpentine va facilement être perçue par cette méthode. C'est donc une méthode qui nous a paru essentielle à mettre en place en Nouvelle-Calédonie. C'est donc la première fois qu'elle est mise en place. La mise en œuvre de ce projet, elle passe par deux principaux volets. Un premier volet qui consiste à visualiser la structuration des péridotites pour déterminer la géométrie des gisements et du profil d'altération en surface, et une caractérisation fine du profil d'altération afin de définir des amas. Les amas qui sont donc des objets en 3 dimensions potentiellement riches en nickel. Ma thèse, elle se situe dans ce premier volet, la visualisation de la structuration des péridotites pour déterminer la géométrie du profil d'altération. Ses objectifs principaux sont d'évaluer le rôle du réseau de fractures qu'on va appeler hérité, car il est plus ancien, sur la structuration actuelle des gisements de nickel. On va le développer par la suite. Et enfin, de mettre en évidence ces structures à partir des données d'électromagnétisme héliporté. Elle passe par 2 volets. Un premier volet qui est l'étude structurale de terrain et un deuxième qui est la corrélation entre ces structures qu'on va voir sur le terrain et la réponse électromagnétique en profondeur. Donc, je vais vous exposer rapidement le contexte géologique des gisements de nickel de Nouvelle-Calédonie, puis la méthodologie utilisée lors de cette étude. Et enfin, on va rentrer dans les résultats, qui sont l'analyse de la structuration profonde de la nappe de péridotite et son impact, son lien sur la structuration des gisements de nickel supergènes. Enfin, nous conclurons. La Nouvelle-Calédonie se situe au nord de l'aride de Norfolk, ici. Elle constitue, avec la Nouvelle-Zélande, les parties émergées du continent zélandien. La Nouvelle-Calédonie se trouve dans un contexte géodynamique actif, à proximité de la subduction du Vanuatu et de celle de Tonga-Kermadec. Un tiers de sa surface est recouverte de ces roches du manteau, la péridotite, ici en vert sur la carte. Ces péridotites, elles sont arrivées
Ces péridotites, elles sont arrivées à la surface suite à un phénomène de subduction. Ici, au niveau d'une dorsale océanique, s'est initiée une subduction qui a mené à un phénomène d'obduction. C'est lorsqu'une lithosphère océanique recouvre une lithosphère continentale. Ainsi, la lithosphère océanique chevauche la croûte continentale. C'est pourquoi on parle de nappe des péridotites. Cette nappe des péridotites, dès qu'elle arrive à la surface, elle est soumise au climat tropical et ainsi à l'altération supergène. Vers 25 millions d'années, la rupture de la plaque plongeante entraîne un fort soulèvement et une érosion majeure de ce massif, de cette nappe des péridotites. Ainsi, nous obtenons la morphologie actuelle qui est constituée au sud, où le sud est entièrement recouvert de péridotites et organisée ici selon une série de clips le long de la côte ouest. Si nous nous intéressons à cette coupe le long de la côte ouest, nous pouvons voir que les péridotites ici se situent en forme de clip. Les massifs, les clips de péridotites, elles sont organisées de cette façon. On a une semelle serpentineuse qui est supposée horizontale à la base des massifs. Cette semelle serpentineuse, elle est fortement déformée et elle a servi de couche savon lors du phénomène d'obduction. Puis, la péridotite, qui constitue la plus grande partie du massif. Et enfin, au sommet, le profil d'altération. Le profil d'altération, on va remarquer différents types de morphologie. En effet, comme ici, au niveau de Thioplateau, on observe des plateaux et des bordures. C'est ce on va parler à ce moment-là de gisements de plateaux et de gisements de pentes. Au sein de ces gisements de plateaux, on observe parfois des approfondissements qui vont du profil d'altération. Ici, vous observez une fosse où le minerai a été exploité et on retrouve juste les structures qui correspondaient, qui entouraient l'approfondissement du profil d'altération. Le profil d'altération et l'altération en elle-même, c'est un processus soustractif. C'est-à-dire que certains éléments vont être lessivés vers la base du profil, tandis que d'autres vont rester sur place. Ici, nous avons le magnésium et la silice qui vont être lessivés vers la base, alors que le fer et en partie le nickel va rester sur place. Nous avons la péridotite fracturée, ici, où les eaux de pluie vont s'écouler et petit à petit désagréger la roche qui va permettre de former le saproc. Enfin, cette désagrégation mène à la formation de la saprolite et un phénomène d'oxydoréduction mène à la formation de latérite jaune et rouge. Un phénomène de sédimentation en surface entraîne la formation de cuirasse. Les gisements de nickel se situent au niveau du saprolite saproc, on va parler de minerais silicatés, et au niveau de la latérite, de minerais oxydés. Maintenant, je vais vous exposer la méthodologie utilisée lors de cette étude. L'étude s'est faite à l'échelle de la Grande Terre, de l'île. Elle a été faite sur l'ensemble, sur une grande partie des massifs miniers. On compte environ 35 zones d'études, l'analyse de plus de 700 affleurements, l'analyse de 3800 mesures structurales, le prélèvement de 120 échantillons et l'étude de 60 lames minces. Lors de cette présentation, je vais vous présenter des exemples qui se situent au niveau de la clipe du Copeto-Boulinda et du Massif du Sud. Cette étude s'est donc effectuée à différentes échelles, de l'échelle du massif à l'échelle cartographique ou encore du modèle numérique de terrain, à l'échelle de l'affleurement, voire macroscopique, avec l'étude de l'organisation de la fracturation et des différents types de fractures, ou encore à l'échelle de la lame mince. Le but principal de cette étude est de déterminer le rôle de la fracturation ancienne, la fracturation des péridotites, sur le développement du profil d'altération.
Ainsi, il est important de déterminer quelles sont les fractures qui appartiennent à cette histoire ancienne, des fractures qui sont contemporaines de l'évolution supergène, de l'évolution de la formation du profil d'altération. Nous avons donc utilisé une approche minéralogique qui consiste à définir, à reconnaître les remplissages de type endogène, qui sont la serpentine, ou les remplissages de type supergène, qui vont être la garnierite, la dovélite. Je vais vous les expliquer ensuite. Donc pourquoi les remplissages de type endogène caractérisent les structures anciennes? Elles sont caractérisées par des minéraux serpentineux qui en général correspondent à des températures supérieures à 300 degrés et qui sont donc clairement associés à des événements plus anciens et pas associés à l'immersion de la nappe. On distingue différents types de structures. Le maillage serpentineux que l'on peut voir ici, les fractures serpentineuses qu'on peut retrouver ici, et des zones mylonitiques. Les zones mylonitiques, c'est à ça qu'on peut les reconnaître. Elles sont fortement déformées. En général, elles caractérisent la semelle serpentineuse, mais on peut parfois les retrouver très haut dans le massif. Les différents types de serpentines que l'on retrouve sur les massifs, on va retrouver de la lizardite, qui en général est caractérisée par cette couleur noire, le chrysotile, qui va être finement associé à la lizardite, et l'antigorite, qui ici est fortement altéré, mais qui a plus en général une couleur assez verte. Et enfin, les fractures à remplissage de type supergène, que l'on appelle supergène. C'est des remplissages qui vont être directement associés aux événements d'altération, et en général à des températures inférieures à 50 degrés. On distingue la garnierite, ici, la dovélite, qu'on peut voir ici, la silice brune, ici, et la latérite. Le lien entre ces fractures et le profil d'altération, en général, il est fait, comme je vous l'ai dit, via l'implantation de différents forages. Ces forages, le déploiement de ces forages est en grande quantité, c'est coûteux, ça a un impact sur l'environnement, et du coup, pour limiter limiter le nombre de forages, une méthode d'électromagnétisme héliporté a été mise en place. Cette méthode, elle consiste à héliporter une boucle émettrice qui transporte un récepteur à l'arrière. C'est une méthode non destructive, donc. Elle consiste à injecter un courant dans cette boucle qui va générer un champ magnétique primaire et, à son tour, générer des courants de Foucault. Ces courants de Foucault vont, une fois en contact avec les roches du sous-sol, émettre à leur tour un champ magnétique secondaire. C'est la répétition de ce cycle qui va permettre de caractériser la décroissance du champ et ainsi, indirectement, de trouver la résistivité des roches dans le sous-sol. La spécificité du système SkyTEM qui a été utilisé, c'est le système qui a été utilisé lors du lever en Calédonie, c'est qu'il utilise deux moments. Un moment magnétique faible qui va investiguer la subsurface au temps court, un moment magnétique fort qui va investiguer la profondeur au temps long. Ainsi, nous avons le lever électromagnétique qui se fait suivant différentes lignes de vol et on peut obtenir à la fin une réponse électrique des roches jusqu'à 300 mètres de profondeur. L'interpolation de ces différentes résistivités le long de ces lignes de vol va permettre de produire un modèle en 3 dimensions de résistivité. 3 zones ont été survolées pour ce test. On a la zone du Cognambo, celle du Copeto-Boulinda et celle du Massif du Sud. C'est l'équivalent de 340 km linéaires qui ont été survolés en l'espace de quelques jours. Nous allons, durant cette présentation, nous intéresser au profil, au lever du Copeto-Boulinda, et où là, en noir, sont situées les lignes de vol. L'objectif
un des objectifs de cette thèse est de faire la corrélation entre les données de résistivité et les lithologies et les horizons d'altération. Les données de résistivité ici sont comprises entre inférieures à 20 ohms et supérieures à 2000 ohms. Nous avons donc les faibles résistivités qui sont en bleu et les fortes résistivités en violet. Si nous nous intéressons dans un premier temps à la semelle serpentineuse, ici, nous nous trouvons au nord de la clique du Copeto Boulinda. Au niveau de la vallée, ici, vous pouvez voir qu'il y a des alluvions qui sont représentés, mais pas de semelle serpentineuse. Nous avons la semelle serpentineuse qui ici est en vert foncé, la péridotite dite saine en vert clair, et en rose, les latérites. Ici, vous avez une carte de résistivité qui est corrélée en profondeur selon les profondeurs 40-50 mètres. Nous avons donc toutes les données de résistivité selon ces lignes de vol qui sont corrélées pour créer une carte de résistivité. On remarque qu'au cœur de la vallée, les résistivités sont très faibles, bleues, alors qu'au niveau des massifs, elles sont très fortes, violettes. Et en effet, on se rend compte au niveau de la vallée, alors que sur la carte géole sont écartées que des alluvions, nous avons des roches fortement déformées, de la serpentine, des roches fortement qui correspondent bien à la semelle. Donc nous avons bien la trace de la semelle qui est visualisée en électromagnétique. Nous avons une roche parfois fortement déformée, mais pas encore totalement millonitisée, qui correspond en général à des valeurs un peu plus faibles de résistivité. Et la roche saine, qui correspond à ces roches, à ces valeurs de résistivité violettes. Nous pouvons donc affirmer que la semelle serpentineuse correspond à des valeurs de résistivité très faibles. Concernant le profil d'altération, vous pouvez retrouver un profil d'altération, un profil de résistivité, ici, où sont reportés des forages miniers. Ainsi, les forages numérotés de 1 à 4, qui sont ensuite représentés ici, nous avons en rose la latérite rouge, en jaune la latérite jaune, en vert clair saprolite saproc et en vert foncé la péridotite saine. Nous nous rendons compte que pour le forage 4, qui contient que de la péridotite saine, nous avons bien des valeurs de résistivité qui sont élevées et de l'ordre des violets. Quant au profil d'altération, nous voyons qu'au niveau de la latérite jaune, nous avons une diminution de la résistivité qui permet de voir un approfondissement du profil. La réponse électromagnétique montre donc bien la géométrie du profil d'altération, où ici, nous pouvons voir qu'il n'y a pas d'approfondissement, ici, un approfondissement maximal, et ici, minimal. La méthode permet donc de relier ensemble les différents forages. Nous pouvons donc déduire une correspondance entre les résistivités et les lithologies, où nous avons la semelle serpentineuse qui correspond à des résistivités très faibles, la péridotite saine à des résistivités très fortes, et le profil d'altération à des résistivités moyennes. Un point important dont nous allons discuter par la suite est qu'il peut y avoir des accidents serpentineux ou une péridotite serpentinisée qui, elle aussi, peut avoir une résistivité moyenne. Ainsi, nous allons le voir dans le premier point des résultats, qui est l'analyse de la structuration profonde de la nappe des péridotites. On prend encore une fois l'exemple du nord de la clipe du Copeto Boulinda. Si nous nous situons le long de cette ligne de vol, nous voyons toujours, ici nous avons vu tout à l'heure qu'il y avait la semelle serpentineuse et les reliefs qui sont recouverts d'un profil d'altération. La carte, à nouveau, qui correspond aux profondeurs de 40 à 50 mètres, j'ai reporté ici à quoi ça doit correspondre. Donc nous avons bien un profil, les résistivités le long de à cette profondeur qui sont reportées en carte. Et nous pouvons apercevoir les valeurs de très faible résistivité qui correspondent bien à la semelle. Et comme je vous l'ai dit précédemment, on s'attend à une semelle relativement tabulaire.
Et au-dessus, les péridotites qui sont censés être saines, comme on peut le voir sur la carte. Cependant, on se rend compte qu'il y a des variations de résistivité au sein de ces péridotites saines. Nous avons des zones fortement conductrices et d'autres bien moins. En effet, la péridotite est en partie serpentinisée. À quoi correspond cette serpentinisation? À un maillage serpentineux plus ou moins présent, qui peut correspondre aussi à des fractures de centimétriques ou décamétriques fortement serpentinisées. Si nous nous intéressons à comment se forme ce genre de géométrie, nous pouvons voir à l'échelle de la lame mince. Nous avons un joint ici serpentineux qui est l'équivalent de ce joint-là, et nous pouvons voir son lien direct avec le maillage serpentineux. On observe que la serpentinisation progresse depuis le joint jusqu'au cœur de la péridotite. Cette lizardite, elle est associée à la formation de magnétites. Et ces magnétites, elles sont connues pour être fortement conductrices. Conductrices, donc de très faible résistivité, et elles vont en avoir un impact sur la réponse de la roche. Ainsi, on peut concevoir que certaines roches sont plus ou moins serpentinisées et qu'en étant plus serpentinisées, elles vont avoir une réponse plus faible de résistivité. Donc nous pouvons conclure que nous avons bien la semelle serpentineuse, plus ou moins horizontale, et au sein de la péridotite, des variations de serpentinisation. D'autre part, au sein de des zones de très faible résistivité, nous observons à nouveau des variations. Ces variations, comme là l'exemple au sud de la clive du Boulinda, nous observons une forte épaisseur sur la carte géole de serpentinite. Et cette forte épaisseur, elle correspond à ces très faibles résistivités. Nous retrouvons bien les valeurs très faibles en bleu, donc c'est bien la semelle serpentineuse, mais nous observons de fortes variations qui remontent dans le massif. On peut interpréter ces données comme des chevauchements de semelles qui viennent, des rétrochevauchements qui viennent remonter dans le massif. Ainsi, nous avons la semelle qui est en lien avec la péridotite serpentinisée. Un autre exemple intéressant est au nord, cette fois-ci, de la clip, l'exemple de la mine de Siréis, où nous pouvons voir la péridotite saine, ici la semelle serpentineuse, le long de cette ligne de vol, et à cet endroit, une anomalie de résistivité. Cette anomalie, elle correspond à rien de concret sur la carte. Pourtant, sur le terrain, elle correspond bien à une milonite de grande envergure qui va jusqu'à 200 mètres d'épaisseur et qui correspond donc bien à ces valeurs de résistivité. Nous pouvons donc interpréter aussi sur la carte cette anomalie que l'on aperçoit bien sur la carte de résistivité et interpréter cette donnée de résistivité comme un grand accident et voir sa prolongation en profondeur. Nous voyons que la méthode électromagnétique peut être une aide substantielle pour la carte géologique, mais à grande échelle. Et à plus petite échelle, à l'échelle de l'affleurement, nous savons que la fracturation est importante. Cette fracturation ancienne, pour la caractériser, il faut s'affranchir du profil d'altération. C'est pourquoi nous sommes allés chercher dans le sud les falaises du Cap Endoi, qui correspondent à cette zone-là. Et ces falaises, qui font environ 100 mètres de hauteur, montrent une grande défracturation entièrement constituée remplie de serpentine. Il n'y a pas de minéraux de l'altération supergène qui viennent les remplir. Et ici, vous voyez des stéréodiagrammes qui vont représenter les différentes directions que nous avons pu voir. Si nous nous intéressons à cette zone en particulier,
Nous pouvons voir sur la photo-interprétation que la fracturation est homogène du bas vers le haut des falaises. Cette fracturation, elle est intéressante car on voit sa géométrie. En effet, elle forme des dièdres et ces dièdres sont importants pour la suite du travail. Donc maintenant, nous allons voir l'intérêt de cette structuration sur les gisements de nickel. Nous nous intéressons encore une fois à la clip du Coppeto Boulinda, cette fois-ci sur le massif du Coppeto. Le massif du Coppeto, il est constitué d'un plateau orienté est-ouest et entouré de vallées, ici nord-sud, est-ouest et parfois nord-130. Nous remarquons, en faisant une analyse linéamentaire qui consiste à retrouver les linéaments qui recoupent les différentes lignes d'érosion, que ces mêmes directions peuvent être retrouvées au sein du massif. Nous voyons, en nous intéressant en allant voir à l'échelle de la fosse, nous retrouvons les différentes fracturations et serpentines qui peuvent être retrouvées au niveau de ces différentes phases. Nous voyons bien que les fractures de serpentines sont multidirectionnelles, qu'on les retrouve aussi bien dans la direction nord 50 qu'est-ouest que nord 130. Le point intéressant, c'est de voir le lien qu'il va y avoir avec les fractures à remplissage supergène. Et en effet, on s'en rend compte que les fractures à remplissage supergène réutilisent principalement les directions de la morphologie. Ça veut dire que les remplissages supergènes, les fluides qui ont permis ces remplissages supergènes, réutilisent préférentiellement certaines directions. Et ces directions, elles sont en lien avec la morphologie du massif. Nous voyons sur les bordures du massif, sont représentés différents gisements de pente et ils correspondent dans le paysage à différentes masses glissées que l'on peut voir facilement par des cicatrices d'arrachement dans le paysage et la forme convexe de masses glissées. Si nous nous intéressons cette fois-ci sur les massifs du Sud à l'exemple de la mine Vulcain, la mine Vulcain, c'est un gisement de pente avec une masse glissée et différentes cicatrices d'arrachement que l'on peut observer nord 130 ou est-ouest. La fosse ici auquel nous nous intéressons est la fosse de module 3. Cette fosse, elle est contrôlée par une faille principale qui va contrôler l'enfoncement du profil d'altération, ici que l'on peut voir, et une zone riche en garnierite. Cette faille, elle est réutilisée par cette faille serpentineuse est réutilisée par des minéraux supergènes et ces minéraux supergènes, dans ce cas-ci la dovélite, montrent un mouvement en faille normale. Nous avons donc une partie ici préservée, moins riche, voire absente, où la garnierite est absente, une faille qui réutilise en faille normale qui contrôle l'approfondissement du profil d'altération et des zones plus riches en garnierite. Cette zonation que l'on observe, elle est importante parce qu'elle est systématique. En effet, nous pouvons voir systématiquement ces grands plans de failles, ici serpentineuses, qui ont associé une certaine cinématique ou autre, qui vont être réutilisés par des minéralisations supergènes. Nous retrouvons systématiquement un plan de faille serpentineuse au bas, une brèche. Ici, nous voyons le plan de faille supergène et ici, un pierre morisseau. Nous avons donc cette zonation qui est vraiment systématique, où nous retrouvons ce plan de faille serpentineuse, réutilisé puis au toit de cette faille, une brèche cataclastique. Ensuite, un plan de faille, une gouge de faille, qui va porter systématiquement des stries pleines pente, c'est un point très important, et au toit, des brèches de type effondrement, où la présence de vide est caractéristique et qui sont remplies par des gels de silice postérieurs.
D'autre part, au toit, ici, nous pouvons voir l'ouverture préférentielle des fractures à serpentine, qui vont être réouvertes ici, par exemple, par une première phase de garnierite. Ensuite, on peut voir de la silice blanche qui vient réouvrir et remplir une brèche à garnierite, et une autre phase de silice brune qui vient réouvrir le tout. Cette zonation, elle est systématique aussi bien sur les gisements de pente que sur les gisements de plateau. Et ces points-là sont très importants car ils nous ont permis de constituer un modèle de gisement et qui ont fait l'objet d'une publication chez Economic Geology. Nous avons donc la réutilisation systématique des plans de failles serpentineuses, mais pas n'importe lesquelles, correctement orientés par rapport aux pentes et aux bordures du massif. Ces fractures sont réutilisées par des fluides supergènes. On retrouve ici la zonation de failles et systématiquement des stries pleines pente, donc suivant la ligne de plus grande pente, que ce soit sur les gisements de pente que sur les gisements de plateau. Nous pouvons donc, un approfondissement préférentiel va se faire le long de ces gisements de pente et au cœur des massifs par le plateau. Différents moteurs sont probables pour ce modèle. Nous pouvons parler d'un soulèvement rapide qui a permis l'érosion du massif, car en effet, le moteur principal est l'altitude. Nous devons avoir un appel au vide pour permettre l'effondrement des bordures et une circulation accrue de fluide, car nous n'observons pas actuellement ces gisements. Donc il a fallu un climat plus humide, plus chaud, qui a permis de réduire les forces de friction au sein des failles à serpentine, afin de permettre la formation de ces gisements de pente. L'ouverture préférentielle qui va se faire au sein de ces failles, elle va permettre une altération préférentielle et donc un surenrichissement au niveau de ces pièges. Maintenant, il est important, maintenant que nous avons vu la géométrie de ces gisements, ces pièges, donc nous parlons de dièdres et de gisements de pente, nous allons essayer de les voir en électromagnétisme. Ici, vous avez l'exemple, à nouveau sur la clip du Copeto-Boulinda de Trafalgar. Nous avons un glissement de pente, une loupe d'arrachement et la masse glissée. Là, vous avez la ligne de vol qui vient survoler ce gisement de pente. Et si nous nous situons ici, nous pouvons voir à nouveau la même zonation, c'est-à-dire une faille serpentineuse réutilisée par des produits supergènes, ici la silice, et qui est marquée par des stries pleines pente. Cet affleurement se situe ici, sur la coupe. Nous avons ici une coupe... mince. Voilà, pardon. Nous avons ici une coupe. Le profil de résistivité est situé ici. Nous avons donc l'affleurement qui est situé à cet endroit-là et ici sur la coupe, et qui correspond bien à une baisse de résistivité qu'on peut observer ici, au sein de résistivité très forte qui correspond à la péridotite saine. Nous interprétons ces baisses de résistivité comme des accidents. Ces accidents sont donc les failles serpentineuses qui ont été réutilisées plus tardivement pour permettre le glissement des pentes. Nous observons en surface une baisse de résistivité qui correspond au profil d'altération, à un approfondissement du profil d'altération qui est directement en lien avec ces structures. Donc, maintenant, je vais vous conclure sur les principaux résultats. Cette méthode d'électromagnétisme héliporté est la méthode de terrain.
nous ont permis de visualiser la structure interne des massifs de péridotite. Nous avons mis en évidence la réutilisation systématique du réseau de fractures héritées, donc des fractures à serpentine, et mis en évidence une zonation de failles qui contrôle les gisements de nickel. Ça nous a permis de proposer un modèle de gisement révisé et de nouveaux guides d'exploration qui consistent à cette zonation de failles. Et enfin, nous avons validé la méthode géophysique pour la visualisation du profil d'altération en accord avec cette structuration profonde. Cette étude multi-échelle a des perspectives appliquées, qui est le déploiement de la méthode électromatique sur l'ensemble des massifs de péridotite pour l'exploration et l'exploitation minière. Elle est importante car elle va bientôt permettre aux mineurs de conserver leur titre minier. Elle peut être appliquée à l'exploration hydrogéologique. Et enfin, c'est un prérequis nécessaire pour différents projets qui vont avoir lieu prochainement, qui sont la modélisation 3D des gisements de nickel et la modélisation géochimique de ces mêmes gisements. D'autre part, des perspectives fondamentales, car la compréhension et une meilleure visualisation de la géométrie de la nappe peut permettre une meilleure compréhension et de la géodynamique globale et de la mise en place de la nappe des péridotites. Et enfin, l'analyse fine qui a été faite sur les différentes phases minérales et leurs relations structurales peut permettre d'envisager des datations absolues de chacun de ces événements. Merci de votre attention. Pédagogique. Et on va passer donc maintenant à une période de questions. Donc je vais demander à mes collègues d'être assez brefs et à vous de répondre aussi brièvement aussi possible. Donc on va commencer par le premier rapporteur, le professeur Barbançon, ici même. Merci, Monsieur le Président. Alors, on va commencer par la forme, ça fait partie des classiques. J'ai trouvé que votre mémoire était très bien rédigée, quoi. Très bien illustrée, et si je le dis, c'est en connaissance de cause, parce que j'ai la vue un peu basse, et là, j'ai pas eu trop d'efforts à faire. Et alors, surtout, ce que j'ai apprécié, c'est que les figures soient placées à proximité immédiate de l'endroit où vous êtes cité dans le texte. Voilà. Alors, j'aurais peut-être juste un bémol. Alors, il y a dans la fin du chapitre 3, vous présentez suffisamment d'arguments pour présenter une succession paragénétique. Et quand on lit la chose, on tombe sur un trou, quoi. Alors, peut-être qu'il aurait fallu au minimum, disons, rassurer le lecteur en disant que dans la figure temps, cette succession paragénétique apparaissait, puisqu'elle apparaît plus tard. Alors, sur le fond, alors là, il y a un gros travail qui a été fait, ça c'est indéniable, et c'est important puisque ça crédibilise aussi les conclusions auxquelles vous pouvez aboutir. Alors, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est l'effet de zoom, c'est-à-dire que vous avez travaillé à différentes échelles, mais sans commettre, disons, de mélange entre échelles, c'est-à-dire de trop tirer l'interprétation à partir d'une seule échelle étudiée, quoi. Vous balancez bien les choses et de rapporter des conclusions valables à une échelle donnée qu'à cette échelle. Alors oui, et en plus du point de vue de ce travail, vous avez travaillé sur des faciès qui ne sont pas, disons, très, très excitants. A priori, il faut y aller la main, c'est... Bon. Alors maintenant, quelques questions. Alors là, j'ai découvert qu'il y avait encore des problèmes sur l'origine, par exemple, in situ ou per descensum, de certains éléments chimiques. Alors, la question que je vous pose, c'est est-ce que vous savez s'il y a eu des études de fait du type bilan chimique, par exemple,
entre le faciès sain et le faciès altéré? Il y a eu une étude de Benoît Quesnel et l'équipe je l'ai rapporté ici justement. L'équipe de Boulevet, Philippe Boulevet et Pierre Gauthier, qui ont écrit justement, qui ont essayé de faire ces bilans chimiques. Ils utilisent le fer comme élément immobile. Et j'ai d'ailleurs, je pense que j'ai préparé en fonction. Voilà. Où ils font le bilan mobile, le bilan des éléments en fonction de la péridotite du protoïde initial, c'est la colonne initiale. Et ils essayent de faire avec, en hypothèse que le fer est invariant, comment le nickel se bouge par rapport à la roche saine. Alors, ils utilisent le fer qui, au final, est un élément pas le plus immobile, mais c'est le seul, d'après leur étude, c'est le seul élément qui était vraiment quantifiable. Et quantifiable d'un point de vue par rapport à l'aluminium qui est très faible en quantité, ou d'autres éléments qui sont, ça pourrait être le chrome, mais le chrome il est il est très hétérogène, sa concentration est très hétérogène au sein de la roche-mère, donc du coup ils ont préféré utiliser le fer. Mais ils ont utilisé que le fer ou comme élément immobile? De ce que j'ai compris de l'étude, après c'est pas ma spécialité, mais de ce que j'ai compris de l'étude, ils ont utilisé que le fer. Et ça leur a permis de voir qu'il n'y avait pas de surenrichissement dans les gisements de plateau, par contre qu'il y avait un surenrichissement dans les gisements de pente. D'accord. Et alors concernant le magnésium et le nickel Le magnésium, ça ils ont fait pour le nickel, après pour le magnésium, je pense pas qu'ils l'aient fait. Après il pourrait être fait du coup, j'imagine. Alors sinon, il y aurait peut-être une autre façon de répondre à la question. Ouais. Il y a Stanislas Cizarret qui a mis au point, disons, une méthode pour reconstituer les paléocirculations. Oui, je me suis un peu renseignée dessus. Alors, mais il y a une contrainte, c'est qu'il faut utiliser des minéraux favorables. Alors les minéraux favorables, ça veut dire des minéraux avec des bandes de croissance visibles, quoi. Ça, c'est le premier point. Et l'autre point, des minéraux où on est capable de visualiser l'axe de symétrie. Un axe de symétrie, tout simplement parce que l'épaisseur des bandes de croissance varie aussi avec les caractéristiques physico-chimiques de surface. Et donc pour comparer des phases comparables, il faut pouvoir reconnaître, disons, un élément de symétrie. Alors, est-ce que de telles phases peuvent exister dans votre cas de figure? Au sein des minéraux supergènes, de mon point de vue, je ne pense pas. Enfin, parce que d'un point de vue, d'une part, la silice brune, par exemple, qui au final pourrait faire, parfois on voit des bandes de croissance de différents minéraux, mais en général, c'est des concrétions, c'est des choses qui ont précipité, je pense, d'un coup. C'est sûrement vis-à-vis de battements de nappe ou d'une déshydratation du système qui a fait qu'on précipite le tout. Donc je pense pas qu'on puisse voir justement les flux de solutions et en tirer une direction. En regardant, je me suis renseignée un peu sur Stanislas Cizarret. Il me semble qu'il se base aussi sur les éléments tels que des éléments magnétiques qui permettent. Ah oui, oui. Mais ouais. Ça c'est vraiment pour les directions de flux. Oui, enfin, le magnétisme, dans ce cas de figure, c'était un élément supplémentaire. Qui permettait de voir les orientations. Voilà. Mais la méthode elle-même est basée sur les épaisseurs de bande de croissance. Ok. Moi, je pense pas que... Enfin, du moins, on a différentes phases d'éléments, différentes phases de minéraux supergènes. Donc, on va vraiment retrouver un peu... Si j'arrive à remettre... voilà, par exemple. On va retrouver différentes phases. Donc, on a vraiment la garnierite d'une part, la silice brune, ou ici différentes phases de silice brune, mais qui vont pas. On n'a pas vraiment cette notion de bande de croissance ou de. Ouais, alors, et puis la garnierite, du coup, voilà, elle va faire ce genre de concrétion. Mais alors justement, sur les concrétions, on peut aussi tenter le coup, parce que ça a été fait aussi sur de la goethite. On a obtenu quelque chose, disons, d'assez cohérent avec ce qu'on connaissait par ailleurs.
Alors, s'il y a des bandes de croissance dans les concrétions qui présentent une anisotropie d'épaisseur, ça vaudrait peut-être le coup. Tout à fait. Du coup, c'est clair. Et en plus, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on observe. Alors, à un moment, vous parlez d'anneaux de Lisgang. Alors, vous pourriez préciser exactement comment ils se présentent, ils sont constitués de quoi? Alors, du coup, moi, je les ai pas vraiment étudiés, mais par contre, ça a fait de la même façon l'objet d'une publi. C'est Michel Catlino et son équipe qui ont étudié les bandes, justement, ces anneaux de Lisgang qu'ils appellent target light et qui leur permettent de voir. Ils voient qu'il y a un enrichissement sur les bordures en nickel de type kérolite d'après eux, et puis en magnésium au niveau au cœur. Non, mais, donc, on les observe dans quoi, ces anneaux de Lisgang? Dans la saprolite. Dans le saprolite. C'est vraiment au sein des fractures, on voit vraiment d'ailleurs, c'est altéré aux bordures, parce que c'est les différentes fractures qui délimitent chacun des éléments chacun des blocs. D'accord. Et donc, ce qu'on a initialement, c'est une roche, quoi. Oui. Voilà. Et ce qui dessine, disons, les anneaux elliptiques, c'est l'altération progressive, quoi. C'est l'altération progressive. Au final, c'est leur modèle où on a une déshydratation qui fait qu'on précipite en premier les éléments pimélite, tels en nickel, et on précipite dans un deuxième temps le magnésium. Alors faites attention quand même à la terminologie, parce que quand on lit anneau de Lisgang, on pense plutôt diffusion dans un gel, quoi. Je suis tout à fait d'accord, oui. Mais au final, je suis d'accord pour ça. Mais il me semble avoir vérifié et que, au final, c'est vraiment le terme, c'est vraiment la géométrie qu'on appelle anneau de Lisgang. Et en effet, ça amène on tend à penser que c'est hydrothermal, mais j'ai un doute. Indépendamment de l'interprétation après qu'on peut en donner en termes hydrothermal ou plus froid, ça c'est autre chose. Mais l'idée première qui vient quand on entend parler d'anneau de Lisgang, c'est celle d'une diffusion, quoi. Oui. Voilà. Okay. Je ferai attention du coup. Merci. Alors, bon, c'est pas... Oui, alors pareil, faites attention à l'utilisation du terme fractal. Il y a un sens bien défini à propos d'un caractère fractal. Alors, que votre objet soit fractal, pourquoi pas, quoi. Mais il faut le démontrer. Oui. Voilà. Alors, vous proposez un profil de teneur dans le bedrock, en teneur en nickel, à la page 100, là. La page 100. Oui, enfin, dans ma version, c'était la page 100. Vous deviez comparer, je pense, avec des données de géophysique. Oui. Alors, c'est très amusant parce que là, on a une variation périodique, quasi ou presque périodique, disons, des teneurs en nickel. Si vous regardez du côté des basses teneurs, et comment vous interprétez cette structure, Alors, du côté des basses teneurs... Dans les couleurs vert pâle, bleu, tout à fait à la base de la figure, quoi. Moi, c'est vrai que je l'interprète dans le sens du côté, alors que j'ai pas présenté ici, mais qui est le côté imperméable, le côté écran des failles, qui permet de vraiment préserver la base du piège. Et dans cette figure, au final, qui sont en fait, c'est une modélisation des teneurs de nickel. Du coup, les valeurs bleues sont des teneurs très faibles en nickel, les valeurs rouges très fortes en nickel, et on voit que au mur des fractures, on a justement des teneurs très faibles, alors que au cœur au toit, on a plutôt des valeurs qui ont tendance à augmenter. Mais là, je parlais pas de. Pardon, je parlais entre la couleur, donc la teneur la plus faible, et la teneur immédiatement supérieure, donc il va être aussi faible. Oui. Ça doit être des couleurs bleues très pâles et verts très ok, pâles. D'accord, je ne comprenais pas. Et là, on a une structuration verticale presque périodique. En effet, c'est un point intéressant, mais j'avoue que c'est un point intéressant, mais j'y ai pas réfléchi. Non, parce qu'on pourrait...
Mais c'est peut-être au sein même de la roche, au final, où parce que ce qu'on a montré, c'est vraiment qu'il y a des pièges, des zones surenrichies qui sont intéressantes, mais le processus naturel qui est vraiment d'altération, il est déjà aléatoire. Enfin, il est déjà hétérogène. Donc, si ça se trouve, la roche mère en elle-même, la teneur en nickel est déjà hétérogène à la base. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, en effet, et qu'on n'a peut-être pas toutes les mains, enfin tous les paramètres pour. Mais ça serait quand même intéressant à étudier parce que ne serait-ce que pour la structure presque périodique, ça. C'est tout à fait. Enfin, ça choque. C'est remarquable. Quoi. Tout à fait. Alors, ce que j'ai un peu regretté dans le chapitre consacré à la géophysique, c'est que vous ne parliez pas d'autres méthodes. S'il y a eu des tentatives d'autres méthodes, dire pourquoi ça n'a pas marché, par exemple, ou... Oui, c'est vrai que j'aurais pu le faire, que je l'ai pas fait, qu'on en a en soi la plupart, à part l'ERT ou enfin la tomographie électrique de résistivité que j'ai comparé un peu dans la partie. Les autres méthodes, j'y ai pas eu d'accès direct pour faire la comparaison d'un point de vue en profondeur. Parce que il me semble qu'il y a de la sismique, réflexion et réfraction qui a été tentée, mais j'ai pas eu accès directement aux données. Donc du coup, c'est pour ça aussi que je les ai pas présentées. Et c'est les seuls qui auraient pu être comparables en profondeur d'un point de vue géophysique. Alors, on pourrait aussi se poser une autre question. Donc là, il y a de la magnétite résultant de la serpentinisation. Qui est encore en magnétite. Elle est pas oxydée, quoi, ou... Non. Non, voilà. Alors, est-ce que dans la péridotite à côté, quoi, est-ce que la magnétite est encore en magnétite ou déjà transformée ou déjà oxydée? Alors, la question, elle est simple, si vous voulez. Bon, vous avez une roche, bien, vous formez de la magnétite dans les fissures, d'accord. Mais on sait aussi, il est très probable que dans la roche elle-même, il y ait de la magnétite. Oui, c'est possible. Alors, si, par chance, la magnétite primaire, si vous voulez, avait déjà été oxydée sous l'action de l'eau des pluies ou de ce que l'on veut, alors il n'est pas exclu à ce moment-là que du magnétisme vous permette de repérer les fissures à serpentine. Bon, c'est une solution. Je ne sais pas après si ça peut marcher, quoi. Oui, c'est vrai que pour reconnaître, bon, bien sûr, il y a la magnétite, mais en plus, oui, il y a les différents degrés d'altération. On pense vraiment à la nature pétrophysique de chacun des lithologies ou horizon du profil d'altération. Je parle d'horizon, mais c'est pas vraiment le cas parce qu'au sein d'une fracture, on va retrouver parfois une fracture altérée très en profondeur. Et du coup, ce genre d'objets, moi je pense qu'on peut les apercevoir en EM. Si on a un couloir de fracture qui guide des fluides en profondeur, on va altérer cette zone de fracture et je pense que ça, on pourra l'observer très profondément. Donc il y a différents degrés, en effet, pour différents même pourquoi qu'on observe les fractures sur la géophyte. C'est pas seulement la magnétite, en effet. Ah ouais. J'ai répondu. On me bouscule. Alors, il y a aussi, vous faites dans l'étude bibliographique, alors référence au possible rôle de séquestrage temporaire du nickel dans la serpentine. Oui. Est-ce que vous pourriez développer ça, parce qu'après vous en reparlez pas. C'est quelque chose qui a été initialement proposé par Trescaz dans les années 70 et qui propose qu'en effet il y ait une partie du nickel qui soit fixée sur la serpentine avant d'être larguée ou reprécipitée au sein des fractures sous forme de garnierite ou autre. Et il y a d'autres, on va dire qu'il y a d'autres possibilités. Enfin, tout le monde ne croit pas à cette hypothèse. C'est récemment dans une analyse, dans un projet CNRT aussi, qui s'appelle Analyse fine, c'est Emmanuel Sprich et Farid Julio qui ont montré qu'il y avait du nickel au sein des serpentines.
Et du coup, ils croient plus à ce phénomène qui est temporaire de fixation du nickel, mais ils pensent que vraiment le nickel était à la base dans le réseau de la serpentine. C'est un premier phénomène d'enrichissement qui s'est fait, enfin pas forcément d'enrichissement, mais que lorsqu'on a transformé la péridotite en serpentine, on a capté en plus le nickel qui contenait. D'accord. Du coup, c'est ce que je peux en dire. Bon, je vous remercie. Merci beaucoup. Bon, alors moi je suis le second rapporteur, donc c'est à moi de passer. D'abord, je vais commencer par des félicitations. C'est un mémoire très agréable à lire. C'est très bien illustré. Vous avez vraiment un sens de l'esthétique qu'on voit bien aussi dans la présentation orale. Donc c'est un plaisir à lire et à écouter. Donc bravo d'abord. Puis c'est important parce que souvent la communication, c'est parfois presque aussi important que ce qu'on a trouvé. Il y a l'autre élément aussi, c'est qu'effectivement la Nouvelle-Calédonie et les gisements de nickel de Nouvelle-Calédonie, c'est un modèle mondial. Autrement dit, par la variété des gisements qui sont présentés, ça fait référence. Et donc tout ce qu'on peut faire sur un peu l'archétype des gisements de nickel supergène, c'est important. Et comme vous le savez, il y a quand même des discussions sur le rôle du supergène dans ce type de gisement. C'est vrai pour les gisements de fer, c'est vrai pour les gisements de nickel, c'est vrai pour certains gisements bauxitiques. De plus en plus, on s'aperçoit que le modèle simpliste qu'on avait, là, il pleut, ça lessive les éléments et puis on récupère, ça marche pas tout à fait. Ou en tout cas, les défis qu'on a en exploration minière sont au-delà de ce modèle simpliste. Alors, j'ai des questions surtout sur la structurale, plutôt sur la fracturation et la serpentinisation et les phases supergènes. Mais avant, j'ai envie de commencer par quelque chose de plus général. En même temps que votre thèse, il y a des publications sur l'hydrothermalisme. Ah oui. Et il y a deux manières de faire de la science. Où on trouve des choses nouvelles, où on dénonce des choses fausses. Qu'est-ce que vous en pensez ? En soi, je pense que c'est deux choses différentes. Enfin, on va dire que je vais pas dénoncer que c'est faux parce que j'ai pas les moyens de le dire et que cette publi, elle se base vraiment sur des points qui sont intéressants. Elle est très bien faite et puis très scientifique. C'est surtout que ce que moi j'étudie, c'est sûrement quelque chose de plus tardif. Il y a peut-être, je dis pas, un premier enrichissement, des premières formations de vanille-garnierite qui proviennent de phénomènes hydrothermaux. Mais ce que nous on étudie, qui sont vraiment l'enrichissement, enfin les phénomènes gravitaires qui permettent un surenrichissement et la formation de ces pièges, ça c'est un phénomène supergène. Et ça, on le démontre parce que clairement, ça peut pas marcher autrement que par des phénomènes de surface. Mais par contre, sur le côté hydrothermal, c'est possible, pourquoi pas, que dans les premières phases d'immersion, on ait un modèle de type de convection qui, avec une semelle encore chaude, pourquoi pas le moteur ou la source de chaleur, et qui permettent de proposer ça. Ça, j'avoue que j'ai pas d'éléments de réponse plus pour vraiment dire lequel. Qui a raison. Donc vous restez très, très gentil et politiquement correct, c'est ça. Voilà. Alors si on parle un peu de cette phase de serpentinisation, oui. on sait que la serpentinisation, ça peut se produire dans l'océan, en fait, sur la croûte océanique directement, même avant qu'elle soit abductée. Oui. Les serpentines qu'on voit là, à un moment, vous dites, il y a deux types de lizardites. Alors ça, je me suis dit, tiens, c'est bizarre ça. De quand elles datent ? Elles datent de la formation de la croûte océanique ou elles datent de l'obduction. Ce qui est frappant dans les photos que vous avez montrées aussi, c'est qu'on voit qu'il y a des mylonites, donc des phénomènes plutôt à forte pression, avec la compression, puis les fentes de tension qui ont l'air tout à fait ouvertes, là, bien gentilles. Est-ce que c'est le même phénomène ? Ça se passe à quel moment ? Comment vous voyez ça ? Alors là, oui. Pour le coup, non, c'est pas le même phénomène. Ça se passe pas au même moment, et puis c'est clairement pas le même contexte géodynamique. En effet, lorsqu'on va avoir ces fentes de tension, pour moi, ça vient en réponse à une ouverture, à une accommodation de la prise de volume par ce premier phénomène de serpentinisation, qui est une serpentinisation de fond océanique. C'est un processus probablement statique, qui avec de l'eau qui s'écoule tranquillement, qui vient serpentiniser chacune des fissures. Lorsque on observe les mylonites, là clairement on est dans des contextes de forte température et pression, enfin pas forcément très forte au final, parce que la serpentine, il suffit pour la déformer de façon ductile, c'est quand même, il faut pas forcément être très chaud, mais on est quand même dans un autre phénomène qui est probablement le début de la subduction ou l'obduction.
Donc il y a deux phases. Hein. Il y a deux phases. Une phase d'extension et puis une alors, phase plus compressive, je dirais, avec les brèches. c'est ça. Alors, lesquelles qui sont importantes pour les enrichissements nickel? Pour le coup, c'est la première, je pense. Après, la deuxième peut l'avoir, puisque comme on voit, cette phase de déformation, elle peut être associée à des structures qui remontent très haut dans le massif. Et ces structures, elles peuvent correspondre à un piège. Pourquoi pas? On peut réutiliser ces structures comme on peut réutiliser la serpentinisation de fond sélénique ou d'autres types de fractures. Donc, si c'est la première, ça veut donc dire que c'est des fractures qui marquent l'extension, en fait, lors de la création de l'océan? Voilà, oui, pourquoi pas, oui. Et elles sont parallèles au massif actuel? Elles sont comment? Parallèles au massif actuel? Alors, non, oui, ok, d'accord. Non, non, au final, c'est là où il y a différents types de directions. Et ces différents types de directions, différents types. En soi, c'est un processus statique et qui, du coup, est associé à différentes directions. En général, je pense qu'il y en a deux, peut-être, pour cette fracture. Pardon, je vais recommencer parce que je pense qu'il y a un point aussi qu'on oublie, c'est qu'il y a d'autres phases de serpentinisation. Il y a deux phases de lizarditisation, comme je viens de parler, mais il y a aussi, entre-temps, la phase à antigorite. Il y a aussi les filons qui se mettent en place. Et lorsque je parle, c'est pour ça que je parle souvent de réseau fracturé ou parfois même de structure héritée, parce que là je fais un raccourci dans cette présentation, c'est toute cette structuration qui va avoir un impact sur ensuite qui va pouvoir potentiellement être utilisée pour ensuite créer des pièges pour les gisements. Et du coup, toute cette structuration, elle est orientée dans différentes directions de l'espace et elle va être utilisée lors du soulèvement pour éroder et du coup créer la morphologie actuelle et ensuite du coup être réutilisée parallèlement aux bordures, mais c'est pas par hasard, c'est vraiment parce que justement on avait déjà ces directions qui étaient présentes de mon point de vue et qui ont été utilisées par l'érosion et ensuite réactivées dans le domaine supergé. Okay, je pense que là on comprend un peu mieux. En tout cas, je pense c'est important qu'on puisse imaginer effectivement cette phase de fracturation sous-marine extensive. Et puis ensuite, quelque chose qui se rajoute par-dessus, et bien faire la différence entre les deux. Ouais, Après, vous avez fait un gros boulot là, de structural, puis je suis bien content parce que la seule balade que j'ai fait sur le gisement, moi j'avais vu des stries partout, alors j'étais excité comme un fou en me disant qui allait mesurer tout ça, puis vous l'avez fait, donc c'est vraiment super parce que les stries sont magnifiques. Il y a toujours qu'une seule strie ou il y en a parfois plusieurs des stries? Alors oui. Alors dans le boulot qu'on a fait, il y a beaucoup de stries. Il y a des stries que je vais appeler vraies, qui sont vraiment comme on peut observer au niveau des failles supergènes, qui sont vraiment on indique le mouvement, et des stries qui sont en fait plutôt des axes de minéralisation et que j'ai mesuré au niveau des serpentines par exemple, en particulier de l'antigorite. Et du coup, là, c'est deux types de choses. Ça indique pour moi une ouverture, un mouvement, que ce soit l'une ou l'autre, une direction d'ouverture ou de mouvement. Mais c'est pas exactement la même chose. Donc, du coup, on va avoir des fractures qui vont être striées, vraiment striées à différentes phases. Il peut y avoir différents jeux. Ça m'est arrivé de tomber sur des affleurements où il y avait 5 stries différentes. Donc, c'est quand même compliqué. Et du coup, c'est pour ça qu'on a fait le choix de vraiment se baser sur la minéralogie pour vraiment essayer de voir si on a des stries qui sont associées directement à une minéralogie et du coup un événement. C'est pour ça que l'antigorite, c'est là où on a fait le plus gros boulot d'analyse de la déformation, parce que elle, on est sûr que l'axe de minéralisation est associé à l'antigorite, parce que clairement, c'est lors de sa cristallisation qu'on a cette ouverture. Alors, je pense que vous avez pris une bonne méthode. Il y a d'autres méthodes. Hein. Moi, je pensais en particulier à la méthode d'Angelier, qui a été réutilisée par plein de Chinois, qui permet de distinguer en fait les différentes phases de déformation par un tri informatique. Hein. Donc, en calculant simplement le delta par rapport à la série théorique. Et ça marche bien comme méthode. J'ai essayé de le faire pour le coup. En fait, après, c'était d'un point de vue interprétation. Alors, je l'ai pas présenté, mais c'était d'un point de vue interprétation où ça me paraissait compliqué ensuite, parce que du coup, je pouvais assimiler à aucun événement. Enfin, je pouvais pas les resituer dans un contexte plus global. Donc, j'aurais pu dire, voilà, il y a une phase d'extension, une phase de compression, une phase d'extension à nouveau. Au final, ça m'amenait pas plus loin dans la discussion de mon point de vue. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. Qui était vraiment d'associer ça à un événement, essayer de le resituer dans un contexte plus grand. Okay. Mais après, c'est vrai qu'en effet, j'ai essayé, mais d'un point de vue interprétation, ça me paraissait pas
pas concret. Et puis en plus, un autre point, c'est que déjà, je pense que je remets pas en question ce que j'ai fait, mais je tiens à mettre des pincettes sur l'analyse de la déformation de l'antigorite. On est quand même dans des déformations qui sont très spéciales. On a la déformation cassante, mais on est dans la déformation cassante, mais la serpentine, ça va très vite avoir une déformation ductile. Et du coup, on est à la limite entre les deux. Et donc, de retrouver les contraintes qui sont faites pour, au final, de la déformation de type cassante, vis-à-vis de ces méthodes, comme en geôlier. Moi, j'ai utilisé des logiciels tels que WinTensor, où pareil, on peut mettre une sorte de... Et au final, ça me paraissait dangereux. Enfin... Je pouvais pas le justifier aussi bien que ce que j'ai justifié, de mon point de vue, dans la thèse. Oui, c'est vrai, mais moi, on a essayé, avec Jacques Anjoli, d'ailleurs, on a essayé de faire ça sur le phthiolite de Ted Forman au Québec, et puis ça marchait remarquablement bien, même si c'est vrai qu'on est un peu en contexte ductile, ce qui fait que le moindre noyau de pépin, là, ça tourne, mais statistiquement, ça marche. Oui, c'est ça, il faut en avoir beaucoup. C'est peut-être un petit reproche, c'est que dans les annexes, il n'y a pas les stries. Oui, alors du coup, en effet, j'ai mis les stries seulement associées justement à l'antigorite. En fait, j'ai mis que les données qui sont associées à ce que j'ai présenté dans mon manuscrit. Et en effet, il y a différentes phases de stries, mais qui pour moi, de toute façon, ne seraient pas réutilisables par quelqu'un d'autre. Enfin, dans le sens où il y aurait plein de stries, mais je pense que si je mets un plan de faille avec 5 stries associées et que je sais pas. En effet, pour un jeu de données pareil, pour un cours de structural, c'est parfait. Ouais. Donc, autrement dit, vous avez fait un gros boulot, ça peut servir aussi, au moins à titre pédagogique, certainement. Alors donc on prend donc que le massif s'effondre en fait, à la fin avec une remontée. C'est ça. En combien de temps? Alors, je pense que c'est assez rapide, de mon point de vue. Mais en soi, on n'a pas vraiment moyen de le définir parce que on a cette érosion qui, pour moi, est directement associée à cet événement qui a été montré par Brice, en particulier dans une revue, dans une de ses publications, où il montre qu'à 25 millions d'années, on aurait ce break-off, le détachement du slab, qui entraînerait un uplift violent. Et pour moi, c'est le seul événement qui pourrait expliquer telle différence d'altitude. Sinon, on aurait des phases si on aurait un uplift qui serait progressif, on aurait petit à petit des phases de pénéplanation ou autre. Là, on a vraiment cet uplift violent qui permet cette différence d'altitude. Et du coup, ça, à mon avis, c'est assez rapide. Une fois qu'on a cette différence de relief, on peut se situer, on n'en observe pas actuellement, donc il faut un optimum climatique. Et cet optimum climatique, je me souviens plus de la date, mais il arrive peu après. Voilà. Et du coup, il arrive peu après, et du coup, potentiellement, ça serait un des paramètres, le moteur, qui aurait permis l'effondrement des massifs. En tout cas, il y a quelque chose qui est très clair sur vos stéréonets, c'est quand on regarde et qu'on essaie de refaire les sigma 1, sigma 2, sigma 3, on voit qu'il y a beaucoup d'endroits où les phrases, sur les diapos, vous avez montré ça sur la diapo 61, ouais. On voit bien, par exemple, que les axes de contrainte qu'on peut calculer c'est un dièdre qui n'est pas parallèle à la surface, il est basculé. Et ça, on pourrait le mesurer. Donc, ça veut dire que potentiellement, on peut mesurer les basculements sur l'ensemble des zones que vous avez étudiées. Et ça, du point de vue minier, c'est extrêmement important parce que vu qu'on a des surfaces qui sont a priori parallèles des minéralisations qui sont a priori parallèles à la surface, si on a des taux de basculement, ça nous donne des axes de minéralisation. Et donc, il y a probablement, je pense qu'il y a plus à tirer des stéréogrammes et des mesures que vous avez faites que ce que vous avez pu faire. Autrement dit, c'est important de les laisser. On peut probablement les retravailler pour comprendre tous ces basculements-là. Ma dernière question, c'est plutôt une hypothèse. Il y a de la silice rouge qui apparaît à ce moment-là, au moment des basculements. La silice rouge ? Oui, c'est ça. C'est ça, pardon. Oui. Oui. Enfin, moi, je suis persuadée que la silice... Alors, il y a peut-être d'autres phases de silice rouge avant, mais dans tous les cas, il y en a une qui est synchrone de cet événement. Et elle remplit des cavités ? Elle remplit les cavités postérieurement. Mais ça, c'est pour là, il y a clairement plusieurs phases de silice. D'ailleurs, on le voit dans certaines brèches. Il y a vraiment, on voit qu'il y a une phase de silice qui est rebréchifiée par une autre phase qui est un peu moins rouge. C'est comme ça qu'on voit la différence, plus pour ça. Et au final, ces différentes phases, du moins, il y en a une qui est synchrone de cet événement d'effondrement. Et est-ce qu'on voit parfois des silices rouges qui remplissent seulement partiellement des cavités ? Ah oui. Donc, ça veut dire qu'on a des paléomarqueurs de l'horizontale. Oui. Et ça c'est génial. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a regardé
la microfaune ou la microflore qu'on peut avoir dedans? Ah non, ça serait intéressant. Parce que typiquement, ça, c'est le genre de gel siliceux. Ouais. Si ça remplit des cavités karstiques, Ouais. il y a parfois des pollens, des petites bêtes qui peuvent se balader là-dedans et qui pourraient être fossilisés dans les sédiments siliceux qui sont donc dans ces gels-là en fait qui viennent de remplir. Bah, Donc ça, autrement c'est un dit, il y a point potentiellement, si on Ok. arrive à bien placer les structures, on a potentiellement des dateurs, des outils de datation et de paléo-environnement sur ces gisements-là. Il y a dans les systèmes actuels des bibites, ça descend à 50 mètres de profondeur sans problème. Des bibites, c'est un nom québécois, ça. Ok. Bah, ça, c'est super intéressant parce que je savais pas. Il y a une piste de recherche Il y a là-dedans une super sur piste, ces ouais. éléments-là. C'est vraiment et votre travail pour ça donne les bases du travail et pose des questions qui sont notables. Donc je trouve vraiment un boulot super et qui pose plein de questions à la fin, ce qui est le propre d'un travail scientifique. Alors je passe la parole à Brice, pour la prochaine série de questions. Merci. Déjà, je crois que tu peux être fier de l'intégralité de ton travail. Juste pour dire que quand même Marion s'est totalement investie dans ce sujet, jusqu'à somatiser. T'es même allé beaucoup plus loin que le sujet initial qu'on avait rédigé avec Dominique. Et je tiens à le préciser aussi que, par exemple, il n'était pas forcément prévu, envisagé que tu travailles en termes de géophysique sur le régolithe. Tu l'as fait. Tu es allé plus loin aussi sur la serpentinisation, parce que ça te tenait à cœur. Et sur la partie géodynamique, et je crois que tu as bien fait, parce que tu vois que tu as des remarques très positives là-dessus. Et en plus, la première année, tu avais beaucoup d'enseignements. Donc vraiment, je te félicite pour ça. Le contrat, il est totalement rempli déjà avec ton article. Je trouve, en tout cas, sur les modèles de gisement. Parce que tu sais, on en a beaucoup parlé. J'ai beaucoup entendu les gens qui m'ont dit des fois les mineurs, mais c'est des choses qu'on connaît. Mais effectivement, c'est des choses qu'on connaît, mais le travail aussi de chercheur, c'est de le synthétiser et de l'améliorer. Et c'est ce que tu as fait, je pense, avec ton article, entre autres. J'ai pas beaucoup de questions parce qu'on a déjà tellement échangé sur ce sujet. Sauf quelque chose donc, qui apparaît pas forcément dans ton manuscrit. Si tu avais à conseiller à un géologue prospecteur justement d'essayer de trouver sans géophysique, avec uniquement en fait son travail, on va dire, de terrain, des indices de par exemple de dièdre, quel genre de marqueurs morphologiques t'irais chercher? Alors du coup, c'est vrai qu'il y a différentes choses. Bon, d'une part, j'imagine que c'est dans le cas où justement on a une recouverture latéritique qui est trop, on voit plus les structures. Sinon, bien sûr, allons chercher les zonations au niveau des failles. Sinon, ça va être sur la morpho, on va observer en général, et ça c'est vrai qu'on l'observe au niveau de Thiebagui ou à d'autres endroits où on a des marges d'escalier au niveau de la cuirasse, des sortes de marches qui vont justement caractériser ces dièdres. Et comment on peut assimiler, enfin faire le lien entre ces marches et puis le dièdre, ça peut être vraiment vis-à-vis de justement par rapport au modèle, on voit que c'est les structures parallèles aux bordures du massif qui vont être réutilisées principalement. Donc si on a ces marches d'escalier, qu'on a un plateau ou une surface qui est orientée nord 130 et qu'on a ces marches d'escalier qui justement montrent des approfondissements qui vont être selon Nord 130. Clairement, pour moi, on a quelque part là un approfondissement du profil et possiblement enrichi en nickel. On a ce piège qui est le dièdre. Pas forcément d'autres questions, donc je passerai la parole à Vincent. Merci. Alors, merci de ta présentation. C'était remarquable. Et je souhaitais d'ailleurs te remercier, puisque moi je suis arrivé tard sur le projet, puisque je suis arrivé il y a un peu plus d'un an maintenant. Tu as gardé la maison sur le projet, et c'est pour ça, Brice disait, tu as fait peut-être davantage que le contrat initial, mais tu as brillamment gardé la maison sur le projet, notamment lorsque tu as commencé à regarder le régolithe, qui n'était pas l'objet, forcément. Donc en tout cas, pour ça, je t'en suis reconnaissant d'avoir bien tenu la maison sur ce beau projet. Moi, il m'intéresse dans la suite, et notamment, tu as parlé de la possibilité qu'apporte l'EM
dans la suite des travaux pour la reconnaissance des gisements et éventuellement aller vers le régolithe. Tu as montré aussi quelque chose d'intéressant, c'est que la signature des phénomènes serpentinisés, notamment les structures, avait une réponse électromagnétique, enfin une réponse en résistivité relativement faible qui peut se confondre dans le profil du régolithe avec une partie du régolithe. Les mineurs vont, on l'espère, utiliser cet outil-là. Est-ce qu'on a des pistes par rapport à ce que tu connais d'autres méthodes, par rapport à ce qui se fait en électromagnétisme, pour éventuellement améliorer ou pistes de recherche pour que l'EM s'adapte un peu mieux sur cette partie du régolithe? On va avoir deux objets qui vont répondre de la même manière. Oui. Alors, du coup, en effet, on peut avoir une même réponse, comme on l'a montré. On a une réponse de résistivité plus ou moins moyenne, que ce soit pour le profil d'altération ou pour les structures serpentineuses. Et ce qu'utilisent les mineurs depuis longtemps vis-à-vis de la méthode qui est la tomographie électrique de résistivité électrique, c'est ils utilisent la chargeabilité pour faire la différence entre le régolithe qui lui a une très faible chargeabilité, alors que les accidents serpentineux, j'imagine principalement grâce à la magnétite, ont au contraire une forte chargeabilité. Donc ça leur permet de faire la différence entre les deux. La méthode électromagnétique, jusqu'à présent, on l'a pas calculé cette chargeabilité. Elle est possible à calculer, mais dans le cas de ce survol test de ces zones, au final, de mon point de vue, c'était pas nécessaire, puisque on a justement l'enracinement de ces structures en profondeur, et qu'on peut facilement faire la distinction voir la distinction entre si la zone s'enracine de faible résistivité, s'enracine profondément, on est là sur un accident serpentineux. Au contraire, on peut l'être si on se limite, on est plutôt sur le profil d'altération. Après, voilà. Donc en fait, on ne peut pas se passer du géologue pour interpréter encore le M de manière automatique. Ça, c'est une discussion qu'on a tous les deux. C'est un point très important. C'est vrai que d'un point de vue critique, de regarder les données, c'est très important parce que ça permet vraiment de faire le lien de faire la distinction. Pour moi, une méthode automatique, c'est pas encore faisable. Ça peut l'être, mais si on a d'une part, si le géologue a bien déterminé que cette zone est favorable et que cette zone, elle est potentiellement riche en nickel. Et à ce moment-là, on peut lancer une méthode automatique pour caractériser cette zone-là. Mais si on n'a pas fait l'effort de voir la morphologie, de voir les structures, de voir comment elles s'enracinent, de voir comment l'approfondissement du profil est par rapport à ces structures, là, pour le moment, on est perdu. Donc, en conclusion, parce que la question que je me pose maintenant, c'est si on guide les mineurs et on les entraîne vers ces outils-là, l'investigation relativement profonde encore, c'est-à-dire au-delà des 80 mètres, on va dire, de l'épaisseur du régolithe, sera nécessaire. Il faut garder une vision un peu plus... c'est là, en effet, c'est possible parce qu'on va profondément. On va jusqu'à 300, 400 mètres de profondeur. Si le lever prochain, qui risque d'être plutôt de l'ordre de 100 mètres de profondeur, à ce moment-là, en effet, il faudrait peut-être prendre en compte le paramètre de chargeabilité. Et puis, en soi, un paramètre comme ça, c'est nécessaire. De toute façon, plus on a de données, mieux c'est. Mais au final, ce paramètre-là, il sera nécessaire d'autant plus si on va pas très en profondeur. À ce moment-là, entre 100 mètres et 50 mètres, parfois, on a des approfondissements du profil qui peuvent être conséquents. Écoute, merci. Je n'ai pas d'autres questions. Merci. Je pense qu'on peut donner la lecture d'un rapport d'un des membres du jury qui est absent. Merci, Monsieur le Président. Je vais donc donner lecture d'un texte qui m'a été envoyé par... notre collègue qui se trouve actuellement donc en mission géologique au Malawi et qui, évidemment, compte tenu des circonstances, n'a pas été en mesure de se connecter pour participer à une visioconférence. Donc, il s'excuse auprès de Marion et des membres du jury de ne pas être en mesure d'assister à la soutenance. Et donc, en tant que co-encadrant côté BRGM de la thèse de Marion Isepi, et participant au projet Ophiostruct sur le volet géologie structurale, j'ai eu la chance de participer à 2 missions sur le terrain avec Marion et d'assister aux discussions et réunions de travail lors de ses visites au BRGM à Orléans. Cela s'est toujours fait de manière très agréable, instructive et constructive. Je vais parler du terrain principalement et de l'impact de ce terrain sur l'avancée du travail de Marion.
La première mission de terrain a été réalisée en novembre 2015. Elle avait pour objectif d'acquérir de nouvelles données de terrain et plus précisément des données structurales sur le massif du Sud et sur le massif du Copeto-Boulinda en s'appuyant sur les données géophysiques préliminaires, à savoir les levées magnétiques et électromagnétiques. Marion avait déjà fait un peu de terrain et il avait déjà de nombreuses idées en tête, mais vu la complexité des objets que l'on peut rencontrer, il lui fallait des guides pour réaliser une analyse structurale pertinente. Marion a montré une forte motivation et un vrai attrait pour la géologie de terrain, en particulier une intéressante et particulière passion pour les brèches. Bon, chacun son truc. Je poursuis. Une importante capacité à réaliser une analyse structurale dans un domaine, dans un contexte géologique complexe. Là, je suis entièrement d'accord avec notre collègue Benjamin pour dire que s'attaquer au problème de la fracturation dans les péridotites, c'est un petit peu une histoire de fou. La deuxième mission sur le terrain a été réalisée en novembre-décembre 2016. Lors de cette mission, des efforts particuliers ont été faits pour étudier la déformation des serpentinites de la semelle et des différentes déformations au sein de la nappe des péridotites sur les massifs de Konyombo et Copeto-Boulinda. En parallèle, nous avons pu profiter d'une convention avec le service géologique concernant une étude géophysique et géologique sur la feuille de Boulou-Paris, donc à l'est du massif des péridotites du Mont-d'Eau, qui nous a permis de clarifier quelques idées sur la réponse électromagnétique des terrains sous-jacents à la nappe des péridotites. Alors là, il faut peut-être éclairer un petit peu le public sur ce qu'on a pu observer sous ce massif du Mont-d'Eau. En fait, ce sont des pincées de la nappe des péridotites qui s'enfoncent assez profondément dans le substratum. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui ressort au niveau de la signature électromagnétique. On a même pu se rendre compte avec Marion que lorsqu'on fait des mesures avec une boussole à proximité de ces lames de péridotites serpentinisées, le nord n'est plus tout à fait au nord. Donc ça pose de sacrés problèmes sur la validité de certaines mesures structurales. Donc cela a donc permis de mieux interpréter les images électromagnétiques, notamment celles du Konyombo et du Copeto-Boulinda, qui documentent assez bien la base de la nappe et le contact avec les terrains sous-jacents, dans le but de mieux documenter la géométrie de la nappe et la formation de la semelle. À la suite de ces missions de terrain, lors de visites de Marion au BRGM et de nombreux échanges constructifs entre Orléans et la Nouvelle-Calédonie, un travail a été réalisé avec les géophysiciens du BRGM pour corréler et dessiner les structures majeures à partir des données magnétiques et électromagnétiques. Les résultats principaux ont permis à Marion d'écrire les chapitres 3 et 4 de la thèse, que je trouve très complet, bien documenté et bien illustré. Il est vrai que cela n'a pas toujours été facile de trancher sur l'interprétation de ces données, car cela est toujours sujet à de fortes discussions. J'approuve. Mais Marion a toujours pris le temps de discuter, de proposer des alternatives et de conclure avec une grande prudence. Pour conclure, le terrain a été un grand plaisir, car l'émission était toujours très bien organisée par Marion avec l'aide de ses collègues du service géologique, et donc le travail était toujours très efficace. Son analyse, ses qualités d'observation, sa curiosité sur le terrain lui ont permis de rapporter de nombreuses observations pertinentes et importantes pour son étude. Elle a également toujours fait un effort pour s'adapter à tous les publics et elle a très bien encadré les stagiaires qui ont eu la chance d'aller sur le terrain avec elle. Côté BRGM, pour ce qui concerne son co-encadrement de thèse sur la thématique géologie structurale, ça n'a pas toujours été idéal, avec un changement de co-encadrant à 3 reprises. En 2 mots, c'était le bazar, ce qui n'a pas toujours lui a pas rendu la tâche facile. Malgré cela, elle a toujours su exprimer ses doutes et ses envies avec comme objectif principal d'aller de l'avant. Je félicite Marion pour la qualité du manuscrit sur tous les aspects, puisque la thèse est très agréable à lire, ce qui montre le travail colossal qui a été réalisé, avec des illustrations de très grande qualité. Je m'excuse donc à nouveau grandement de ne pas pouvoir assister à la présentation, mais je te félicite d'avance. Bravo Marion. Signé Benjamin Le Baillon, géologue, cartographe à Zomba, Malawi. Merci. Alors là, on va quitter Zomba pour passer à Bernard Robineau. Merci de me donner la parole pour conclure
ce petit débat. Je n'insisterai pas sur les aspects techniques, puisque nous avons eu tellement le temps d'en discuter, d'échanger. Et je confirme ce qu'a dit Benjamin ou ce qu'a dit Monsieur Cluzel sur le fait que travailler sur les structures de péridotite, c'est le bazar, là aussi. Hein, et qu'on s'est tous cassé les dents, essayer de reconstituer la déformation et à partir de données de mélange de ductiles et de cassants, et que malgré l'utilisation de logiciels très perfectionnés pour essayer de séparer les phases, on en est arrivé à séparer effectivement des phases, mais avec des chronologies douteuses et les superpositions qui n'étaient pas toujours claires à lire. Donc, ton approche a été pour moi aussi la bonne, le fait de travailler à travers les minéralisations, de séparer tout ce qui était endogène de ce qui était supergène, et à travers ça, tu nous proposes enfin une vision assez claire de scénario où on voit ce qui est hérité et de ce qui va se néoformer dans l'altération supergène. Donc bravo pour ce travail. Donc moi je vais revenir plutôt sur l'aspect humain. Donc je te remercie d'abord de ne pas avoir oublié dans cette histoire Pierre Morisot, qui aurait largement sa place ici dans le jury et qui était aussi important pour le service que pour toi. Hein, c'est notre mémoire à tous, et surtout son engagement à la formation des jeunes géologues du territoire a été total, et encore merci à lui. Voilà. Donc je voudrais pas aussi oublier de remercier le CNRT, qui, à travers ses projets, a permis aux agents du service et aux gens en accueil au service d'avoir de la place dans des projets de recherche appliqués. Et ça a été vraiment un plus pour le service géologique. Donc, je dois remercier les agents qui composent ce service, qui, par leur engagement, leur motivation, pour acquérir toujours la meilleure expertise dans leur domaine, permettent au service d'être dans sa mission d'appui aux politiques publiques. Merci à nos partenaires. Ça aussi, c'est très important pour le service. Merci au BRGM, à l'IFREMER, à la DECAL, à GNS de Nouvelle-Zélande, à l'IRD, à l'UNC, pour ne citer que les plus importants. Et ils ont permis de contribuer par incrémentation à faire de notre tout petit service maintenant, je crois, le pôle calédonien des géosciences. Enfin, merci à toi, Marion, pour ta contribution pendant 3 ans à la vie de ce pôle. Par ta présence assidue jusque tard le soir pendant quasiment 3 ans. Pour ta bonne humeur et ton rire caractéristique. Pour ton sérieux sur le terrain et au bureau. Pour tes connaissances structurales que tu as apportées. Le service a été vraiment heureux de t'accueillir. Voilà. Donc, je salue cette présentation qui est à la hauteur de ton écrit, avec des figures remarquables, avec une balance qui était difficile à faire, parce que j'ai vécu un peu la même chose que toi. Je suis structuraliste de formation et j'ai été sollicité par des collègues géophysiciens pour essayer de donner une vérité géologique à des modèles géophysiques un peu parfois surréalistes. Essayer de leur donner des contraintes à leurs modèles et d'interpréter leurs élucubrations physiques. Parfois, c'est quelque chose de pas facile. Donc, on a partagé un peu le même travail sur la durée. Donc, je n'irai pas plus loin. Je dirais que, à titre personnel, et pour tous ceux qui ne savent pas, en fait, je pars à la retraite à la fin de l'année. Je suis tout particulièrement heureux d'être à cette soutenance, certainement la dernière que j'aurai en tant que membre du jury. C'est une belle fleur dans une corbeille bien remplie, bien pleine. Et c'est vraiment à travers la formation des jeunes géologues que j'ai pu conserver jusqu'au bout mon enthousiasme et cette passion pour mon métier. Donc, merci à tous les jeunes géologues.
Et bonne chance à Marion. Je suis sûr qu'elle le mérite et j'espère qu'elle aura une bonne destinée, ou dans la recherche, ou en tout cas dans la recherche appliquée dans ce domaine. Voilà, merci beaucoup. Merci Bernard, je pense que c'était un bon mot de conclusion. Alors, comme c'est l'usage, le jury va se retirer pour délibérer.